Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle séance de l'instant archéo. Donc ce soir, nous recevons Hervé Laurent, qui est archéologue, spécialiste de l'Antiquité et qui est également conservateur de l'archéologie à la DRAC de Franche-Comté. Alors il a travaillé depuis longtemps sur les questions touchant à la sidérurgie antique. Il a d'ailleurs réalisé une thèse, je crois à peu près en même temps que moi, un peu de choses près. Et donc, ce qui est intéressant dans ce domaine qui a été, où je dirais que notre région a été un peu à la pointe dans les recherches portant sur la sidérurgie antique, avec des gens comme Michel Mangin, que certains d'entre vous connaissent et doivent se souvenir. Et donc je dirais que ce sont des recherches qui ont été lancées dans les années 80, 1980, 1990. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment les méthodes d'approche ont évolué et quel est le progrès des connaissances également dans ce domaine. Et je pense que Hervé, qui est un des meilleurs spécialistes de la question, dans l'Est de la France, va pouvoir justement nous éclairer sur ces méthodes d'approche et le progrès des connaissances dans le domaine de la sidérurgie antique. Voilà. Donc classiquement, on va l'écouter pendant 1 heure environ, et puis ensuite, on aura traditionnellement la possibilité de poser des questions et de demander des précisions aux conférenciers. Voilà. À toi. Merci, bonsoir à tous. Merci d'être présents et merci à la MSHE de m'avoir proposé de donner cette conférence. Je ne parle pas souvent du sujet. Certaines recherches sont assez anciennes, mais on va tâcher quand même d'explorer un peu ce sujet. Un peu plus près, d'accord. Alors, tous les archéologues qui emmènent leurs enfants à l'école connaissent ce genre de situation. Les parents vous abordent en disant « Quel métier formidable vous faites, ma fille adore les dinosaures, allez, racontez-nous votre dernière expédition au Machu Picchu. » Alors, puis, mon fils collectionne les fossiles. Et puis, que sais-je encore, la tombe de Kinchi Wangdi, vous pensez que vous serez là quand on va enfin la découvrir. Alors, on vous demande ce que vous faites exactement. Et là, vous parlez, dans notre situation, donc vous parlez de contrôle scientifique et technique, de procédures d'archéologie préventive, et toutes sortes de choses tout aussi exaltantes. Et puis, bon, les gens insistent et ils vous disent mais quand même, vous faites un peu des recherches. Donc, moi, traditionnellement, je disais oui, quand j'ai un tout petit peu de temps, je saute dans une voiture. Et puis je vais à une trentaine de kilomètres de Besançon et je vais étudier un haut lieu de la sidérurgie ancienne entre Besançon et Dole. Ça s'appelle la zone de Berthelange. Ah oui, ça consiste en quoi? Et donc là, je me remets à parler d'analyse par spectrométrie de masse, de prospection, de taux de silice dans les scories. Donc c'est de nouveau des choses totalement exaltantes. Et puis vous avez inévitablement la question, mais autrement, est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Donc, on essaye d'expliquer en quoi ça consiste. Et tout d'abord, alors je suis désolé, mes notes n'apparaissent pas, donc je suis un petit peu déstabilisé, mais ça va se remettre. Alors tout d'abord, il faut savoir que en grec ancien et en latin, il n'existe pas de mot pour désigner ce que nous appelons les métaux. Ce que nous appelons les éléments chimiques, les métaux, il y en a énormément aujourd'hui qui sont connus. Alors, il n'y a pas de mots dans ces langues-là, tout simplement parce que la notion de métal n'existe pas. Ça peut nous paraître étonnant, mais les anciens n'ont pas eu conscience, quand ils fondaient du cuivre ou quand ils martelaient du fer, ils n'ont pas eu conscience que ça appartenait à la même famille. Bon, évidemment, on est dans une période pré-scientifique, donc ça explique en grande partie cela. C'est facile pour nous, hein,
on a 2000 ans de science derrière nous, mais ils n'étaient pas dans la même situation. Alors, il existe bien sûr des mots, en tout cas un mot qui a donné le mot métal, un mot en grec, métallon, et un mot en latin, metallum. Donc ça a donné métal en français et dans toute une série d'autres langues, mais ça désigne absolument pas les métaux, ça désigne les mines. Donc tout ce qui s'extrait du sol, c'est metallum ou métallon en grec. Donc sous les yeux, vous avez les latomies de Syracuse, donc c'est les carrières qui sont à Syracuse en Sicile, et c'est un metallum ou un metallon selon qu'on prononce en grec ou en latin. Donc il n'y a pas de confusion, il n'y a aucun gramme de minerai, d'aucun métal qui soit jamais sorti de ces carrières. Et donc pendant des siècles, on va utiliser ce terme pour désigner les mines. Et puis petit à petit, ça va évoluer et ça va désigner ce qu'on extrait du sol. Hein. Donc on va avoir un glissement de sens. Et c'est très tardivement que on va donc commencer à regrouper les 7 métaux qui sont utilisés dans l'Antiquité et à les appeler métaux, tout en conservant le terme métallon et métalla. Et donc les 7 métaux qui sont connus dans l'Antiquité, c'est bien sûr l'or, l'argent, le plomb, le mercure, le cuivre et l'étain. Et puis, je ne vous ai pas mis le fer, parce que c'est le sujet de ce soir, mais aussi pour vous montrer que quand on fait de la paléosidérurgie, en tout cas quand on utilise la réduction du fer, on n'en trouve pratiquement jamais. C'est très différent de ce qui se passe. Par exemple, quand on étudie la céramique, quand on fouille un atelier de potier, on trouve des pots, et que ce soit des déchets, peu importe, parce que ça ressemble à des pots typologiquement, et leur composition est la même, ou quasiment la même que celle des pots qui sont commercialisés. Quand on étudie le fer, on trouve des déchets, et le fer, il est vraiment très très rare, et on ne trouve pas ce qu'on pourrait appeler le fer marchand qui est sorti de l'atelier. Donc j'en reviens à l'évolution du mot. Le premier qui semble, qui a laissé une trace de la notion de métal telle que nous on la connaît, c'est l'évêque de Séville, Isidore, hein, qui est mort au 7e siècle, en 636, et donne au mot métallum donc quelque chose qui s'approche du métal, hein, en disant il y a 7 espèces de métaux, l'or, l'argent, l'électrum, le cuivre, l'étain, le plomb, et celui qui les vainc tous, le fer. Mais même dans ce qu'il dit, il y a de la confusion, parce que l'électrum, par exemple, ça va désigner aussi bien, donc c'est pas un métal, c'est un alliage naturel d'or et d'argent, et ça va aussi désigner l'ambre. Donc il y a une grande confusion. Et puis également le terme qui est employé pour l'étain, il va être employé pour autre chose, mais on va dire qu'il y a quand même un glissement de sens qui est cristallisé au moment où Isidore écrit. Donc je vais vraiment aller très très vite, hein, pour parler de la science qui s'attache à la sidérurgie. Et au XVIIIe siècle, donc, il y a un savant dont on oublie le rôle dans l'étude de la sidérurgie, qui est tout simplement Réaumur. Et en 1722, il fait paraître l'art de convertir le fer forgé en acier et l'art d'adoucir le fer fondu. Donc ça, c'est un ouvrage fondamental dont vont sortir énormément de progrès dans la connaissance. Et il est en gros le premier à comprendre, je fais une petite parenthèse, pendant très longtemps, on n'a pas eu conscience que le fer, d'où l'acier et la fonte, c'était le même métal, c'est du fer. Et on a souvent des auteurs qui ont écrit anciennement que c'était vraiment des choses très très différentes. Donc à son époque, on sait que la fonte, l'acier et le fer, c'est la même chose, mais lui, il comprend l'inverse de ce qu'on dit habituellement. Il comprend que l'acier, ça n'est pas quelque chose de plus pur que le fer. Au contraire, ça contient quelque chose de plus. Alors on sait aujourd'hui que c'est du carbone, et la fonte en contient encore plus. Et lui, il comprend donc que plus on va vers la fonte, plus on est chargé d'une matière différente du fer. Donc il appelle ça des matières terreuses, parce qu'il ne sait pas le rôle du carbone, mais on le saura très tard. Et donc plus on va vers le fer doux, moins on est chargé en carbone. Donc ça, c'est un très très grand progrès
scientifique. Et puis au passage, donc, dans son ouvrage, vous avez sur la gauche des barres de fer qui sont cassées, elles ne sont pas sciées, donc il fait exprès de les casser, il expérimente énormément, il observe toute sa vie, et au passage, donc, il crée ce qu'on appelle la métallographie, tout simplement en observant la cassure. Et il dit donc ce que j'appelle la structure des fers, c'est-à-dire la figure, la grosseur et l'arrangement de leurs molécules. Alors, ce n'est pas des molécules, on le sait aujourd'hui, puisque c'est des cristaux qui forment le fer. Il n'a pas de microscope comme on en a aujourd'hui, en tout cas pas du type métallographique, mais il comprend que par l'observation, on peut reconnaître la qualité des fers. Et puis j'en termine donc avec Antoine Laurent de Lavoisier, ou Lavoisier selon qu'on se place avant ou après la Révolution. Donc Réaumur a ouvert la voie. Et Lavoisier, donc, il est très connu pour ses travaux sur la composition de l'air. C'est lui qui ruine la théorie du phlogistique, hein, cette substance qu'on croyait contenue dans les matières qui brûlent. Et donc, assez longtemps après Réaumur, il publie collectivement donc, la méthode de nomenclature chimique. Et on y joint, comme il le dit, un nouveau système de caractères chimiques. Donc, il co-dirige le premier ouvrage, et la notice qui vient après, elle est rédigée par Hassenfratz et Adet. Hassenfratz, c'est un très grand sidérurgiste, et c'est la première fois au monde qu'on va donc attribuer des lettres aux métaux qui sont connus à ce moment-là, et non plus des symboles comme on le faisait autrefois. On associait chaque métal donc, à un symbole et à une divinité et à une planète, et ça reste très 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 tard, hein, donc jusqu'au XVIIIe siècle, le christianisme n'y change rien. Et donc vous voyez que tous les métaux, en particulier le fer, oui, la souris marche. Tous les métaux, en particulier le fer, donc, se voient attribuer une lettre pour les désigner. Il y a l'équivalent en latin pour que universellement on comprenne bien de quoi il s'agit. Bon, sauf l'or. Évidemment, l'or, il continue à garder son symbole, mystique, on va dire, religieux. Et donc, Lavoisier, lui, il va ouvrir la voie à la classification de Mendeleïev, qui va intervenir en 1869. Donc voilà pour les progrès, c'est vraiment brossé à très gros traits. Voilà les progrès dans la connaissance de la théorie et de la technique. Pardon ? Alors, je ne sais pas comment on fait. Je continue. Bien évidemment, donc ça c'est la théorie, c'est le côté savant, mais pendant des siècles, on a fabriqué du fer en ayant un très haut degré de connaissances techniques, mais pas du tout de connaissances théoriques. Et donc les sidérurgistes étant chacun dans son domaine, pouvant être de très très grands spécialistes, donc ils ignorent la science, mais ils sont très performants techniquement. Donc je vous fais un peu la différence, je vous donne la différence entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe dans le secteur de Berthelange, par exemple. Aujourd'hui, partout dans le monde, on réduit, ce qu'on appelle réduire, ça veut dire transformer en métal, hein. On réduit le minerai de fer dans des hauts fourneaux. Il n'y a pratiquement plus d'endroits où on utilise encore la technique ancienne. En Afrique, par exemple, ça c'est donc la technique du bas fourneau. Ça s'est utilisé, on va dire, jusqu'au milieu du XXe siècle, mais ça a vraiment disparu aujourd'hui. Donc tout le monde utilise le haut fourneau, et on pratique ce qu'on appelle donc la méthode indirecte. Donc ça, c'est une usine de nos jours, avec le schéma du haut fourneau sur la droite. Voici un haut fourneau du XVIIIe siècle, hein, que j'ai trouvé sur Internet. Donc, ce qui est à remarquer, bien sûr, c'est la taille de l'appareil. C'est le fait qu'on est en maçonnerie, donc c'est quelque chose qui est fait pour durer. On a une soufflerie hydraulique, un double soufflet, donc la soufflerie est continue, ça s'arrête
Ça ne s'arrête jamais, hein, les deux travaillent en alternance. Et puis, bien sûr, le métal coule à l'extérieur dans un petit canal et il forme ce qu'on appelle une gueuse de fonte. Et cette gueuse, il faut ensuite donc, soit la refondre pour couler des objets en fonte, des boulets de canon, des fourneaux, etc., soit l'affiner, c'est-à-dire lui retirer une grande partie du carbone qu'elle contient pour la transformer en acier ou en fer. C'est bête que je n'ai pas mes commentaires, mais je serais peut-être à peine un peu moins long. Donc ça, c'est la technique d'aujourd'hui qui s'impose dans nos régions, on va dire vers le XVe siècle. Les Chinois, par exemple, utilisent donc la technique indirecte très longtemps avant les autres. En Europe et en particulier en France, c'est beaucoup plus tard. Donc on utilise, pour fabriquer le fer à partir du minerai, un bas-fourneau. Le mot bas-fourneau, ce n'est pas un terme traditionnel, c'est une reconstitution savante, tout simplement parce que on ne savait pas comment appeler les fourneaux qui fabriquent du fer par la méthode directe, donc on a fini par les appeler des bas-fourneaux. Donc ça fonctionne toujours un petit peu de la même façon. L'architecture peut être extrêmement variable d'un endroit à un autre et en fonction des périodes. Ce qui va donc être important. Donc vous voyez à droite, on a un bas-fourneau qui est, ça c'est de l'expérimentation bien sûr, un bas-fourneau qui est complètement ouvert, hein, donc il n'y a pas cet effet de cloche qu'on va avoir dans une structure fermée. Et puis à gauche, donc la coupe schématique. Donc la très grande différence avec le haut fourneau. Voilà, j'y arriver. La très grande différence avec le haut fourneau, on a une taille qui est beaucoup plus faible. Hein, l'échelle fait 50 cm. Ça peut être plus grand, ça peut être plus petit, mais c'est à taille humaine, on va dire. Et puis, donc, on a de la scorie qui s'accumule dans le fond. Et puis, au-dessus de la scorie, on a ce qu'on peut appeler l'éponge de fer, c'est-à-dire le produit fini. Donc, ça ne coule pas. La scorie, éventuellement, en fonction de la technique, s'écoule à l'extérieur du bas-fourneau, mais la masse de fer, ce qu'on appelle l'éponge, elle reste dedans, et on est obligé donc d'ouvrir, de casser la porte pour aller retirer la masse de fer. Donc cette technique, elle est abandonnée. On a essayé quand même, je crois, dans les années 1970, on a essayé de la réactiver industriellement, en particulier, il y a eu des essais au Brésil, mais ça n'a pas donné satisfaction. C'est-à-dire qu'on peut, et on verra quelques photos, on peut aujourd'hui fabriquer du fer par la méthode directe, donc sans passer par la fonte. L'éponge, elle est en fer et ou en acier. On arrive à le reconstituer pas trop mal, mais le faire en très grande quantité, avec un intérêt industriel, ça n'est pas possible. Peut-être qu'on y arrivera de nouveau un jour. Donc si on essaye de le faire, c'est pour essayer d'économiser sur l'étape du passage à la fonte. Alors ce qui coule, bien sûr, ce qui éventuellement coule du bas fourneau, c'est la scorie. Donc là, c'est une expérimentation qui est faite sur le site de Guédelon, qui est très bien connu. Là, visiblement, ça marche pas mal du tout, parce que vraiment, la scorie coule abondamment, et c'est donc bien sûr ce que les archéologues vont peu importe le fait que la porte soit sculptée en forme de visage, hein, ça c'est une fantaisie des expérimentateurs. Ce que les archéologues vont retrouver sur le terrain, bien sûr, c'est essentiellement des scories et des fragments de parois. Donc je résume. Donc l'opposition entre les deux techniques. En bas à droite, vous avez donc un récipient duquel s'écoule de la fonte. Donc elle ne s'écoule pas directement, elle a été refondue, et puis visiblement on moule quelque chose. Donc ça c'est le haut fourneau, c'est pas ce qui va nous occuper aujourd'hui. Et l'image de gauche, c'est une photo qui est prise au microscope, que j'ai faite il y a des décennies maintenant, donc qui représente deux petits grains de minerai. L'échelle, donc le petit trait rouge, c'est un demi-centimètre. Donc c'est deux tout petits grains de minerai qui sont en cours de réduction. Donc on voit qu'ils sont fragmentés.
Il y a un des deux qui est cassé. Si je vous mets pas, voilà, celui-là il est cassé avant qu'on l'introduise dans le bas fourneau. Et puis tout ce qui est blanc, toutes ces circonvolutions blanches, c'est des petites particules de fer qui sont en train de se transformer en métal, donc qui éjectent en particulier l'oxygène. Et la preuve que ça se fait à l'état solide, c'est qu'on a conservé la structure même du minerai. Donc ça n'a pas fondu, ça va devenir pâteux, ça se rassemble, mais il n'y a pas d'écoulement. Donc ce qui s'écoule, ce qui va former la scorie, c'est tout ce qui se trouve autour et qui va donc éventuellement s'écouler du bas fourneau. Dans nos régions, Philippe Barral disait tout à l'heure que la région a été à la pointe des recherches en matière de paléosidérurgie, mais elle l'est encore, puisque dans la salle se trouve Marion Béranger, qui dirige depuis des années un projet collectif de recherche qui est consacré donc à l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Et je crois qu'elle a collectivement bouleversé nos connaissances en quelques années sur le sujet. Donc la région est à la pointe aussi parce que il y a comme toujours des précurseurs. Donc le fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la paléosidérurgie, c'est Auguste Quicrez, donc qui est un maître mineur, un contrôleur des mines plutôt, qui travaillait dans le secteur de Delémont au XIXe siècle, et donc il passe des décennies à parcourir les exploitations minières, et il note les dizaines d'emplacements de ce qu'on appelle aujourd'hui des ferriers, donc des tas de scories, et il va donc les décrire. Il pratique des fouilles. Vous avez en haut à gauche plan et coupe de certains bas fourneaux. Ces relevés sont vraiment réalistes. Il n'a pas raconté de bêtises. Et bien sûr, il essaye de dater tous ces ateliers qui sont de petite taille, quelques mètres, quelques dizaines de mètres de diamètre, les tas de scories. Et il dit qu'il trouve des monnaies gauloises, donc c'est pour ça qu'il trouve des monnaies gauloises dans les sites eux-mêmes. Il intitule son ouvrage « De l'âge du fer ». Donc c'est vraiment le fondateur, parce que, mis à part qu'il se trompe totalement sur la chronologie, il a fait un travail très très sérieux, très, très descriptif, qui a d'ailleurs été la base d'une thèse soutenue par Ludwig Eschenlohr dans les années 1990, qui lui est reparti des travaux de Quicrez et qui a procédé à des dizaines de datations. Donc Quicrez, il fait des émules, et en Franche-Comté en particulier, il y a un érudit qui est membre de la Société d'émulation de Montbéliard, et après la publication de l'ouvrage de Quicrez, il invite ses éminents collègues à pratiquer ce genre de recherche, mais ça reste vraiment lettre morte. Absolument personne ne va se lancer dans l'aventure, et il n'y aura pas du tout de recherche avant, enfin très peu de recherche, je vais vous montrer, avant les années 1980. Donc, enfin, la carte, donc la zone de Berthelange, c'est ce carré, c'est environ 1000 km² de surface, qui crée, lui, à travailler là. Mais ça, c'est les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc au XIXe siècle, on sait déjà qu'on a... Excusez-moi, j'oublie tout le temps le pointeur. Donc au XIXe siècle, on a connaissance de cette très grande zone, mais elle est cartographiée dans les années 90-2000. Donc le secteur de Berthelange, et Quicrez, lui, il a travaillé là. Alors pourquoi on s'est mis à s'intéresser au secteur de Berthelange? Pourquoi on a lancé des recherches là? Donc il y a vraiment très très peu de choses au départ qui nous incitent à y aller. Il y a les publications d'un certain Julien Fevrier, donc il était archiviste de la ville de Dole. Il est mort en 1936, et c'est l'érudit à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il maîtrise aussi bien les chartes médiévales que l'histoire contemporaine, que le terrain. Donc il est
il est vraiment très représentatif de ces chercheurs multicartes, entre guillemets. Et comme il est très méthodique lui aussi, il va laisser toute une série de notes, hein, ces carnets. Donc il note tout. Le prix du ticket, du billet de train, où il a mangé, qui il a rencontré, qui il a vu. Et il indique très précisément ce qu'il a vu. Donc par exemple, dans ce qu'il note le 19 mai 1905, hein, donc à Villars-Saint-Georges, c'est dans le sud du secteur de Berthelange, au-delà du Doubs, donc sur la rive droite du Doubs, hein, sur la lisière est du petit bois de la Combe d'Arrange, qui se trouve, etc. J'ai trouvé des scories de forge, du minerai de fer, un fragment de poterie gauloise ou romaine. Donc quand lui parle de forge, on s'en est rendu compte après sur le terrain, en fait c'est un abus de langage. Il trouve des ateliers de réduction de fer. Donc ce ne sont pas des forges dans le sens des endroits où on martèle du fer, ce sont des endroits où on fabrique le fer à partir du minerai. Donc ça c'est le premier indice qui nous incitait à aller sur le terrain à cet endroit-là. Et puis un travail vraiment à l'ancienne, donc à l'époque ce qu'on appelait la direction des antiquités, donc le service régional de l'archéologie aujourd'hui, et puis l'université. Donc c'était deux collègues qui voulaient travailler ensemble, Jean-Paul Jacob d'un côté, Michel Mangin de l'autre. Ces deux collègues lancent donc une grande enquête dans toute la Franche-Comté, et ils écrivent à toutes les mairies de Franche-Comté 1900 courriers avec un questionnaire en demandant est-ce qu'il y a des... Bon, peu importe les questions qui sont posées, est-ce qu'il y a des vestiges de travail du fer, est-ce qu'il y a des mines dans votre commune, est-ce que vous avez connaissance de quelque chose, est-ce que vous connaissez des lieux-dits qui indiqueraient le travail du fer? Et là, le résultat est très très maigre. Je peux vous assurer que j'ai dépouillé des centaines de réponses, enfin, moi-même et puis d'autres étudiants. Et vraiment, c'est extrêmement décevant. C'est très étonnant parce que la Franche-Comté a connu une activité sidérurgique et minière extrêmement importante entre la fin du Moyen-Âge et le 19e siècle. Et les réponses ne reflètent pas du tout cette réalité. Mais il y a quelques communes dans lesquelles les gens répondent oui, on a exploité du minerai de fer, donc à droite, à Ferrières-les-Bois, hein, il n'y a plus de vestiges actuellement, mais il a existé le travail du fer. Et sur l'autre page, la personne précise c'est dans un champ au lieu-dit pré-Fergeux. Donc phonétiquement, ça évoque donc le travail du fer, et surtout comme on a comme c'est un lieu dit du cadastre napoléonien, ça laisse supposer que c'est assez ancien. Et puis Villers-Buzon, selon certains renseignements, donc c'est toujours dans le secteur de Berthelange, hein, pas bien loin, il y a eu une exploitation au lieu dit Servol il y a environ 150 ans, et là la personne dit il y a encore des morceaux de minerai dans les champs. Et en fait, ce n'est pas des morceaux de minerai, ce sont des scories de réduction du fer. Mais donc vraiment des tout petits indices, pas grand-chose pour débuter, c'est vraiment très très en dessous de ce qu'on connaît dans le secteur du Morvan-aux-Soies, en Puisaye ou que sais-je encore, où on a des dizaines et des dizaines de sites qui sont signalés et décrits et quelquefois topographiés. Donc comment se passent les prospections dans ce secteur? Donc on a affaire, je vous le disais, à des sites qui sont tout petits. Donc ici, on est à Petit-Mercé. Alors, Puy-de-Cintre, le terme puits ne fait pas du tout référence à l'activité donc sidérurgique qu'on a sous les yeux, mais c'est parce qu'on sait qu'une des parcelles a fait l'objet d'une concession minière au XIXe siècle, et on a sans doute toute une série de petits trous qui ont été creusés, mais qui sont absolument invisibles au sol. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout spectaculaire. C'est impossible de repérer les sites à distance. Là, j'ai fait la photo parce que je savais qu'il était là. J'étais déjà allé plein de fois. Et donc, ce qu'on retrouve sur ces sites, ben, bien sûr, c'est ce que je vous disais, les déchets. C'est essentiellement à ça qu'on a affaire. Et il faut passer donc de très très nombreuses heures
à arpenter les terrains, y retourner plein de fois. Mais ça, les prospecteurs connaissent bien ce problème. Hein. On ne voit jamais la même chose d'une fois sur l'autre. Donc les déchets qu'on retrouve, et on va vite s'en rendre compte. Donc on a, donc, bien sûr, je vous le disais, d'une part des scories. Donc on voit que ce sont des scories qui sont écoulées à l'extérieur des bas-fourneaux. Ce ne sont pas des scories qui sont restées piégées. Et puis on trouve bien sûr des fragments de parois de bas-fourneaux. Et très très vite, on se rend compte aussi que ces parois, elles sont faites de tuiles romaines, de fragments de tuiles romaines. Donc on en a une ici, une ici, une ici. Et tout ça est assemblé, est cimenté avec de l'argile. Et petit à petit, ça c'est le cœur de la zone donc de Berthelange. Hein. Ce ne sont pas les 1000 mètres carrés, et donc parce que 90% des sites sont rassemblés dans un tout petit rectangle, en tout cas 90% des sites qu'on connaît. On arrive à identifier donc une zone, des fois on l'appelle district, mais ça n'a pas de sens juridique, hein, c'est par commodité. Vous voyez l'échelle de 2 km, c'est vraiment tout petit. Et très vite, donc, on arrive à trouver donc, non seulement des ferriers, donc les petits points noirs, c'est ceux qui ne sont pas datés. Ceux qui sont sous forme d'étoiles rouges, c'est ceux qui sont datés par le carbone 14. Et ceux qui sont entourés, ils contiennent des céramiques du haut Moyen-Âge. Donc au début, on croit que tout est romain, et on l'a publié plusieurs fois. Donc on disait, bon, les auteurs anciens comme Kicrez, celui qui travaillait dans le secteur de Delémont, il se trompe complètement, ça ne peut pas être gaulois, vraiment, il n'y connaissait rien, et nous on a tout compris, puisqu'on est dans un domaine où on a donc des tuiles des tuiles romaines qui sont utilisées pour les bas-fourneaux. On est à proximité de toute une série d'habitats romains, donc forcément ça peut être que romain, puis de toute façon l'époque romaine c'est l'époque normale de l'existence de l'humanité, donc c'est romain. Donc il y avait quand même une chose qui nous chagrinait, c'est que quand on comparait la taille de nos sites, hein, vous avez vu la petite tache noire dans le champ, quand on la comparait avec ce qu'on connaissait ailleurs, donc en Puisaye, donc à l'extrémité ouest de la Bourgogne, et puis ce qu'on connaissait dans le sud de la France, dans la Montagne Noire, on ne soutenait pas la comparaison. Donc dans le secteur de Berthelange, on a des ferriers qui rassemblent quelques dizaines de tonnes de scories à chaque fois, et dans d'autres secteurs, donc comme la Puisaye, c'est des milliers de tonnes, voire des centaines de milliers de tonnes pour un seul tas. Un seul ferrier peut faire 100 000 tonnes, en tout cas à l'origine pouvait faire 100 000 tonnes. Mais quand même, la présence donc des habitats romains et puis l'utilisation quasi universelle de la tuile romaine pour construire les bas-fourneaux semblait prouver qu'on était bien en présence d'ateliers d'époque romaine. Alors, on a eu l'occasion, il y a très longtemps maintenant, de procéder à des fouilles. Donc ça, c'est à Berthelange, hein, donc comme c'est le premier endroit où on a trouvé ce type de vestiges, on a appelé ça la zone de Berthelange, tout bêtement. Donc à Berthelange, vous avez une échelle d'1 mètre dans le bas de la photo. Donc ça, c'est tout ce qui reste d'un bas fourneau. Il est vu du dessus. On a une ceinture de pierre. Ensuite, la paroi interne, elle est formée d'un assemblage de restes de tuiles romaines et de briques. Et puis, on a l'intérieur qui est tapissé d'argile, et on voit bien, on a un angle très très net, donc on a un bas fourneau rectangulaire. Bon, la cuve sur la photo, elle n'est pas vidée, hein, elle est remplie de tout ce qui s'est versé dedans au cours des années. Alors pourquoi je vous montre qu'un tout petit bout? Mais parce qu'il existait à l'état de fragment. Il a été donc considérablement altéré par une exploitation minière plus tardive. Et puis donc on trouve au lieu dit Préfergeux, justement à Ferrières-les-Bois,
à l'emplacement donc d'une tache de scorie, on trouve un autre bas-fourneau, cette fois-ci beaucoup mieux conservé. Et ce bas-fourneau, il est lui aussi... je vais y arriver. Il est lui aussi constitué d'une ceinture de pierres qui sont maçonnées à sec, d'une cuve en tuiles romaines et puis d'une paroi interne en argile qui est dégraissée au sable. Et on a donc deux sortes de gros pieds droits qui sont de part et d'autre. Et bien sûr, ici, on imagine une porte qui est cassée à chaque fois pour aller extraire l'éponge de fer. Et ce qui est caractéristique aussi, ça se voit peut-être pas très bien sur la photo, mais c'est un bas-fourneau qui est encastré dans une pente. Et ça, on va le retrouver constamment. Donc, on va retrouver constamment ou quasiment constamment des ferriers, des ateliers qui sont sur des pentes. Tout simplement, ça permet de fabriquer à moindre frais quelque chose qui tient, qui est tenu par le sol. Et on a un accès facile par le bas pour aller le vider et facile par le haut pour aller le charger. Donc voici une reconstitution de ce que ça peut être. Alors globalement, c'est à peu près ça. Par contre, c'est une vue d'artiste. Vous reconnaissez le style BD des années 90. Donc c'est une vue d'artiste, donc c'est faux dans le détail. Mais on peut dire que c'est pas très très loin de la réalité. Bon, le soufflet est trop petit, la pelle elle est inutilisable. Je vous défie de manier une pelle dont le fer est exactement dans l'axe du manche, mais ça c'est pas bien grave. Et je le montrerai dans un instant. On finit par faire quand même quelques dates radiocarbone, donc en prenant des charbons. Je vous montrerai comment on s'y prend. On finit par faire quelques dates, et là, surprise, on n'est pas du tout dans la période romaine, on est dans la période mérovingienne. Donc à ce moment-là, il y a très très peu de sites de cette période qui sont connus. Personne n'imagine qu'on puisse avoir une concentration d'ateliers en gros entre 400 et 600 après notre ère. Mais ça nous a ébranlé au départ, mais on a mis longtemps avant d'admettre qu'en fait, il n'y avait absolument aucun site d'époque romaine dans ce secteur de Berthelange, et que la sidérurgie naissait beaucoup plus tardivement, donc après l'Empire romain, au tout début du Moyen-Âge. Personne n'aurait parié du tout sur cette période. Je vous remontrerai ce bas-fourneau dans un instant. Donc finalement, Philippe faisait allusion à ma thèse. J'ai fini par m'intéresser à ce qu'on appelle donc la microtoponymie. Donc, j'ai essayé de chercher dans les cadastres napoléoniens si on pouvait avoir des traces dans les lieux dits, des traces de l'exploitation sidérurgique ou minière. Donc Berthelange est donc ici, bien sûr, et c'est très décevant aussi. Donc des dizaines de cadastres dépouillés, des milliers de lieux-dits relevés. Il y a très peu de choses qui évoquent l'activité minière. Quand c'est le cas, vraiment, on fait la corrélation avec des concessions du 19e siècle. Il n'y a rien d'ancien. Et puis, pratiquement rien qui évoque l'activité sidérurgique, à part le fameux pré-ferrugeux de Ferrières-les-Bois, et puis le nom de Ferrières lui-même. Et puis, finalement, je me rends compte que Édouard Salin, donc dans son ouvrage La civilisation mérovingienne, donc Édouard Salin a publié une vieille carte de Paul Lebel. C'est une époque où on attache encore une très grande importance à la signification, à la recherche de la signification des lieux-dits. Et donc là, c'est typique de la démarche d'avant-guerre et de l'immédiate après-guerre. Donc vous avez peut-être remarqué qu'on a plein de lieux qui finissent en Ange, Vriange, Malange, Aussange, Sermange, Berthelange, etc. Et
à ce moment-là, on a plein de certitudes, encore dans les années 50, et on se dit, bon, ça c'est des lieux-dits germaniques, et on peut faire la différence entre ceux qui se terminent en ange et ceux qui se terminent en an. Donc les uns sont burgondes, les autres ne le sont pas. Aujourd'hui, on n'est plus sûr de grand-chose. On sait simplement que, très vraisemblablement, ces noms ont une origine germanique, mais pas plus. Et donc en dépouillant ces cadastres, à Mercier-le-Grand, donc c'est le point rouge sur la photo, donc je tombe sur quelque chose de superbe. Hein, on a donc ce qu'on appelle une anomalie parcellaire, c'est-à-dire au milieu de donc c'est bien sûr le cadastre napoléonien antérieur au remembrement. On a des champs en lanière, ça c'est très classique, et le rythme s'interrompt. Ici, vous voyez, on a quelque chose de rectangulaire. On a même cette parcelle qui est en forme de L. Donc vraiment, on marque des limites très très nettes. Et ça s'appelle mémarange. Alors, c'est excitant hein, quand on fait des recherches sur ces lieux-dits. Et dans la parcelle, il y a quelques scories et quelques parois de fourneaux. Et je me dis, bon ben là... bingo, on arrive à faire la relation entre un nom d'origine supposée germanique, un petit domaine, puisqu'il est fossilisé dans le cadastre napoléonien, et puis une activité sidérurgique. Franchement, c'est extraordinaire. Sauf que, un certain temps après, même des années après, j'ai repris les scories, et ce n'est pas du tout les mêmes scories que nos scories mérovingiennes. Donc elles n'ont absolument aucun rapport avec le petit domaine qui est fossilisé dans le lieu-dit mémarange. Elles n'ont aucun rapport parce qu'elles sont d'un type donc, qui évoque la proto-histoire, donc qui évoque l'époque gauloise, qui évoque une production qui a lieu dans des bas-fourneaux où la scorie reste piégée. Il n'y a pas d'écoulement. Vous voyez ces espèces de choux-fleurs, ces structures torturées. Donc on voit que c'est resté à l'état pâteux, ça n'a pas coulé comme de l'eau. Ce n'est pas la même technique. On ne peut pas faire la relation avec ce qu'on... oh, tiens, il y a un blanc. On ne peut pas faire la relation avec tout ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Donc, merci Marion pour ce... J'ai piqué cette image dans un de tes rapports. Donc, on a là la représentation donc, de bas fourneaux dans lesquels on a donc l'éponge de fer hein, dans les deux cas. Donc, ça, c'est le produit que cherche à fabriquer le métallurgiste. Et puis, on a la scorie qui s'accumule au fond, hein, sous diverses formes, donc soit on a une fosse, soit on n'en a pas, mais la scorie reste piégée. Et donc ces scories, pardon pour le blanc, ces scories, eh bien, elles évoquent vraiment cette technique-là. Et depuis, on a fait des datations radiocarbone aussi. Dans un instant, encore une fois, je vais vous montrer comment on fait, quelles sont les précautions qu'on prend, et on a bien la confirmation que ce sont des scories d'époque gauloise. Et donc on a dans ce secteur de Berthelange, deux périodes qui sont représentées, en gros, autour du IVe siècle avant notre ère, et puis ensuite la période entre 400 et 600 après notre ère. Donc, rien de romain, pas grand-chose après 600, on a quelques sites un peu plus tardifs, mais il semble y avoir des sortes de soubresauts dans ce secteur. Donc j'en viens donc à nos datations. Donc la première manière hein, de dater, c'est d'associer les scories avec du mobilier datant. Donc ça, c'est prélevé, c'est pas par moi d'ailleurs, par un prospecteur à Mazerolle-le-Salin. Donc on a bien un petit site sur lequel on a des scories de réduction directe qui sont du type de l'époque mérovingienne, et puis des céramiques également dues au Moyen-Âge sur un petit site d'habitat. Donc là, il n'y a pas de doute, la date elle est bonne. Mais très majoritairement, on utilise le carbone 14. Alors pardon pour ceux qui sont très familiers de cette technique.
enfin, c'est plutôt aux non-archéologues que je m'adresse. Le carbone 14, c'est universellement utilisé, en tout cas très, très, très souvent. Et pour nous, c'est vraiment une aubaine parce que quand on n'a que les scories, bon, même si on a vu que la typologie nous donne des indications, quand on n'a que les scories, on ne peut pas donner de date précise. De quand date l'atelier, on va le dater à 500 ans, à 1000 ans près, mais on ne peut pas faire plus. Donc il faut en passer par le carbone 14. Bon, par contre, il faut prendre vraiment d'extrêmes précautions. Donc ça, c'est la section d'un arbre qui est fraîchement coupé. Parce que donc vous voyez qu'il a quelques centaines d'années et les laboratoires qui pratiquent les analyses disent bien, attention, vous devez savoir ce que vous datez. Vous devez savoir où vous avez prélevé, mais vous devez savoir ce que vous datez. Et si vous datez du bois de cœur, c'est-à-dire la partie de l'arbre qui est déjà morte alors que le bois est encore vivant, eh bien, vous faites une erreur qui peut être très importante. Donc si vous allez dater le cœur d'un chêne qui a 300 ans d'existence, mais vous faites une erreur de 300 ans. Ce qu'il faut aller dater, c'est ce qu'on appelle l'aubier, donc la partie qui est vivante quand l'arbre est vivant, et c'est ça qui va vous donner la date vraie. Évitez l'écorce parce que l'écorce, ça peut perturber complètement la datation. Donc évidemment, on ne trouve pas de bois, mais on trouve du charbon de bois. Donc ça, c'est un charbon de bois actuel qu'on a pris dans une expérimentation. On voit que le bois, le charbon de bois conserve la structure du bois. On voit parfaitement les cernes, on voit parfaitement l'aubier avec l'écorce. Et c'est la même chose pour les charbons anciens. Donc ça, c'est un charbon mérovingien qui est prélevé à Berthelange. Donc il y a parfaitement les cernes. Là, merci Olivier Girard-Clos, donc qui est anthracologue et qui nous explique comment s'y prendre. Vous voyez que ce charbon qui est tout petit, vous voyez l'échelle 5 mm, donc c'est vraiment quelque chose de tout petit. On peut, si on prend les cernes, si on n'y prend pas garde, on prend les cernes du centre et on va faire une erreur de plusieurs dizaines d'années, ce qui peut complètement fausser la date. Donc il faut bien aller prélever l'extérieur du charbon. Pourquoi je le dis tout le temps aujourd'hui, c'est parce que pendant des années je ne l'ai pas fait et je n'avais pas compris que ça marchait comme ça, et donc j'ai toute une série de dates qu'il faut refaire parce qu'elles sont soit fausses, soit incertaines. Donc on va soit prélever sur les sites, soit à l'intérieur des scories. Donc ça, c'est une scorie de type gaulois qu'on a trouvé il y a très longtemps, et en les cassant, on peut éventuellement, donc ça ressemble à du pudding, on peut trouver des charbons qui vont pouvoir être datés. Donc on prélève très précisément les derniers cernes à coups de scalpel. Et puis quand ça ne veut pas venir, on y va des fois, on emploie la méthode forte pour prélever les charbons. Encore une fois, pardon pour ceux qui sont archéologues, ils connaissent ça par cœur. Ça me dérange tout le temps quand on parle maintenant de dates radiocarbone, parce que ce n'est pas vraiment des dates, ce sont des approximations. Donc, quand on envoie un échantillon à dater au laboratoire, il donne ce qu'on appelle la date conventionnelle. Donc, ici, c'est 1450 avant 1950, c'est le standard international, avec une approximation de 30 ans. Et puis, on va calibrer cette date, c'est-à-dire qu'on va la transformer en une probabilité. Donc là, la probabilité quasi certaine, 95,4%, donc il y a presque 100% de chances que le bout de bois qu'on date soit mort entre 571 et 651 après Jésus-Christ. Et donc cette probabilité, elle est représentée par une courbe, année par année. En fait, c'est tous les 5 ans, c'est pas aussi précis que ça. Et donc dans le crochet, ce qui se trouve en face du crochet, ça représente les 95% de probabilité. Je vous ai mis cette image-là parce que ça me fait irrésistiblement penser
au boa qui a avalé un éléphant dans le Petit Prince. Mais je vous assure, chaque fois que je vois ce genre de courbe, j'arrive pas à m'empêcher de penser à ça. Donc vous vous rendez compte, c'est pas vraiment des dates, hein, c'est des approximations. Donc et là l'approximation elle est très précise, hein, entre 571 et 651 de notre ère. C'est vraiment une fourchette qui est très très resserrée. Donc je vais vous mettre un seul autre graphique qui rassemble en fait l'ensemble des dates qu'on a fait sur le secteur de Berthelange. Alors comment on s'y prend? On empile en fait à chaque fois ces courbes de probabilité, on les empile, on les additionne, et on a donc un cumul de probabilités des dates C14. Donc c'est des calculs extrêmement simples, on fait que des additions, ça se fait tout seul à toute vitesse. Et on voit donc en noir, c'est l'ensemble des dates qui ont été faites donc, en Bourgogne-Franche-Comté, en Lorraine et dans l'ouest de la Suisse. Il doit y en avoir plus de 400 maintenant, oui, largement plus de 400. Et on voit donc qu'on a des pics de probabilité. Eh bien, à l'âge du fer, on en a un très important à l'époque romaine, on en a un très important au Haut Moyen-Âge, et puis on en a un très important autour de 1300, donc pendant le Bas Moyen-Âge. Ce n'est pas des pics de production, ça ne représente pas le tonnage de fer qui est produit, ça représente le cumul des probabilités pour que telle date se trouve bien à tel endroit. Et donc on voit donc, sur le graphique rouge, sur la ligne rouge, qu'on a bien dans le secteur de Berthelange un petit pic. Alors il est petit parce qu'on n'a pas daté beaucoup de sites encore de cette période, autour de 400 avant notre ère, et puis on a un pic très important autour de 600. Donc on a bien deux périodes où on a une sorte de fulgurance de la sidérurgie. Et ce qui me tracasse, j'aimerais bien savoir pourquoi ça commence à un moment précis, pourquoi ça s'arrête presque aussi vite, pourquoi on n'a pas de date qui tombe. Alors, à l'époque romaine, on peut trouver des explications, mais pour les autres périodes, en particulier le Haut Moyen-Âge, pourquoi d'un seul coup ça émerge et ça retombe au bout de quelques décennies? Qu'est-ce qui fait... Donc on a vu à peu près où, quand et comment on produit du fer dans le secteur de Berthelange. La question que tous les historiens, tous les archéologues se posent quand ils font des recherches, c'est pourquoi on a tel phénomène. Donc ça, c'est toujours beaucoup plus difficile de répondre à ce type de questions. On peut simplement lancer quelques pistes. Pourquoi on a une concentration dans ce secteur-là, pourquoi ici, pourquoi là, pourquoi pas ailleurs, et pourquoi à telle ou telle période. Donc on peut essayer de trouver quelques explications. Je pense que j'ai déjà été très long, non? Il faut peut-être que j'accélère, que j'aille beaucoup plus vite. Non, ça... Bon, je vais tâcher de tenir dans un quart d'heure. Sauf si vous me dites qu'il faut vraiment que j'aille plus vite. Alors on peut se demander si c'est dû à la présence du minerai. Bon, sans doute pas. Ça, c'est une carte qui est dressée déjà depuis très longtemps par Patrick Rosenthal, qui était maître de conférence à la faculté en géologie à l'université de Besançon. Et donc Patrick Rosenthal a montré que la Franche-Comté est couverte de gisements de minerais de fer. Donc, du fer, il y en a pratiquement dans tous les pays. Ce n'est pas du tout une denrée rare. Hein. Il n'y a pas de gisement précis comme ça va être le cas pour le cuivre, par exemple, ou l'argent. Hein. C'est universellement répandu. Donc on ne peut pas dire que la profusion du minerai soit un argument valable pour qu'on soit installé dans ce secteur-là. Donc vous avez un minerai, des types de minerais qui sont un peu anecdotiques, hein, les minerais qui sont issus du volcanisme. Il y a quelques gisements du côté des Vosges. Et puis vous avez essentiellement deux grands types, donc du minerai
sédimentaire. Donc le minerai sédimentaire le plus connu pour les Français, c'est la minette de Lorraine. Donc en Franche-Comté, vous avez la prolongation du gisement de Lorraine. C'est pas tout à fait le même étage, mais surtout en Franche-Comté, il est faillé, il est cassé. Donc c'est plus difficile à extraire en grande quantité qu'en Lorraine, mais il y en a des quantités très appréciables. Et puis vous avez des minerais qu'on appelle d'altération, donc ils sont plus jeunes. Je vais vous montrer le diagramme géologique, et qui eux forment des très grandes nappes. Alors le minerai qu'on appelle en roche, donc le minerai sédimentaire, il est essentiellement issu de deux étages anciens, l'Aalénien et le Toarcien. On l'appelle en roche parce qu'il s'extrait sous forme de gros cailloux dans des mines, dans des galeries, et il est formé de tout petits grains qu'on appelle des zoolites, parce que ça ressemble à des œufs de poisson. C'est un minerai qui est assez pauvre en oxyde de fer et riche en calcaire, donc très présent donc en Franche-Comté, mais on ne l'a jamais utilisé dans les bas fourneaux de Franche-Comté. On n'a aucun exemple, ni sur le terrain, ni dans les analyses chimiques. C'est pas du tout celui-là qu'on utilise. Donc là, c'est mon ancien collègue Jean-François Piningre. On est à Souvence, pas très loin de Besançon. Il y a des grandes mines de fer à côté, sur la commune de Lessé. Et là, simplement, il voulait vérifier si les bancs de minerais qui font face à ceux de Lessé, s'ils n'auraient pas pu être exploités au premier âge du fer, parce qu'on a un site très très important à quelques dizaines de mètres de là. Bon, pour moi, c'est très improbable, mais la question mérite d'être posée. Et puis donc, on a ces fameux minerais d'altération, donc qui sont beaucoup plus récents géologiquement, et un en particulier qu'on appelle couramment le minerai en grain, qui est supposé être formé à l'Éocène, mais ce n'est pas toujours vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça, c'est le grand minerai franc-comtois, celui qui est tout le temps cité par les géologues, celui qui obsède en quelque sorte les maîtres de forge, et c'est celui-là qui va donner lieu à des dizaines et des dizaines de milliers de percements de petites minières, un petit peu partout, notamment en Haute-Saône, département très industrialisé au XIXe siècle. Mais il y a d'autres manifestations de l'altération continentale qui vont donner d'autres types de minerais, d'autres faciès. C'est une composition qui est proche, mais donc on a ces blocs, rien à voir avec le minerai en roche que je vous ai montré. Et celui-là, on le trouve très très peu décrit dans la bibliographie géologique du XIXe siècle. Pourtant, on va le trouver en très grande quantité, en tout cas sur des grandes surfaces, dans la zone de Berthelange. Alors quand je dis on le trouve, c'est pas compliqué. Le minerai en roche oolithique, lui, il faut percer des mines pour aller l'extraire. Le minerai, donc en grain ou en bloc, je ne sais pas comment l'appeler, on le trouve partout. Là, vous avez un fossé. Vous voyez que ça a lessivé des grains de minerai, et puis ça se trouve à la surface des champs. Ça peut prendre, vous voyez, toutes sortes de faciès, c'est extrêmement simple à extraire. Donc on a des traces dans les archives de la façon dont on extrait. On extrait ce minerai, je vous lis juste une phrase. La profondeur de ces puits n'a pas dépassé 2 mètres, et on s'en écartait de 4 mètres environ par galerie que l'on boisait lorsque la solidité n'était pas suffisante. Alors, on creuse des puits de 2 mètres, et ensuite on part à l'horizontale quand on a trouvé le nid de minerai. Ce n'est pas vraiment des couches, quand la solidité n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'on estime que partir dans une galerie à 2 mètres de profondeur, c'est éventuellement suffisamment solide pour qu'on ne boisse pas. Donc, bien sûr, il y a plein d'accidents qui se produisent au XIXe siècle, et on finit par prendre des mesures, d'abord préfectorales, puis législatives, et la législation minière, elle est en grande partie née au XIXe siècle. Donc ce minerai, on va aller le chercher partout, y compris dans la zone de Berthelange, au XIXe siècle, et il y a même... donc l'administration est coutumière de ce genre de choses. Tout début 19e,
enfin en tout cas au milieu du 19e siècle, il traîne encore dans l'administration une énorme tarière dont je vous donne le dessin de la partie active. Hein, au bout, on fixe un manche et puis on essaye de tourner. Mais il faut une force herculéenne pour aller donc s'enfoncer dans le sol à la recherche d'un éventuel minerai. Et bien sûr, tous les témoignages montrent que c'est absurde et que la tarière ne cherche jamais, mais ne sert jamais, tout simplement parce qu'on ne voit pas quel être humain pourrait la faire fonctionner. Mais c'est quand même du grand art. Donc, toujours à la recherche de ce minerai dit en grains qui va donc occasionner des milliers de creusements. Alors archéologiquement, eh ben, il y en a extrêmement peu, il y a extrêmement peu de minières qui ont été fouillées. Donc là, on est de nouveau à Berthelange, le premier bas-fourneau que je vous ai montré, hein, vous savez, simplement cet angle qui était fait en tuile romaine. Le bas-fourneau, je vous disais qu'il avait été très abîmé. En fait, il a été très abîmé par des minières creusées à une date inconnue, mais bien après l'abandon du site. Et on est même passé à travers le fourneau pour aller rechercher du minerai. Donc, dans une tranchée, on a à peu près l'illustration de ce que je vous disais, de ce que je vous lisais il y a une minute, la technique de creusement. Donc, on a bien un petit puits qui fait à peu près 2 mètres de profondeur. Et puis, on a l'amorce d'une petite galerie. Mais ça, ce ne sont pas les minières qui vont alimenter le bas-fourneau. Par contre, dans la coupe, comme on est dans un champ de mine, on trouve du minerai en place. Et chimiquement, il n'a rien à voir avec le minerai qui est utilisé dans les fourneaux du secteur. Je ne détaille pas en quoi il est différent, peu importe. Et on va donc... J'y suis. On va donc plutôt trouver, quand on en découvre, on va trouver donc du minerai encore d'un autre type. Donc ça forme des blocs assez friables. Mais celui-là, on le trouve toujours dans les ferriers. Je ne l'ai encore jamais trouvé naturellement dans le sol. Donc on utilise dans le secteur un minerai bien spécifique, qui est donc ni le minerai en roche type minerai de Lorraine, ni le minerai en grain, ni les blocs tout luisants que je vous ai montrés en photo, mais un autre type. Pourtant, ces minerais, ils fonctionnent, ils s'utilisent fort bien. Quand on s'amuse au Journée du patrimoine à Mandeur à reconstituer un fourneau et à le faire fonctionner, on arrive à fabriquer du fer. Bon, pas des grandes quantités, mais on y parvient. Donc ce minerai, il faut le griller pour 2 raisons. 1, ça chasse l'humidité de constitution, et puis 2, ça le fragmente, ça le rend très très friable, et ensuite on le martèle pour obtenir quelque chose qui a un grain très très fin. On passe tout ça dans un bas-fourneau. C'est un petit peu à l'envers, donc la construction elle est à droite. Hein. Le sens de lecture, c'est de droite à gauche. On arrive à faire couler un tout petit peu de scorie, et vous voyez que donc, Marion est en train de tenir ce qu'on a sorti du bas-fourneau. Vous voyez que, mon Dieu, ça fonctionne. On profite que l'éponge de fer est encore incandescente pour la marteler avec un maillet en bois, tout simplement pour chasser les impuretés sans la faire éclater. Et vous remarquerez donc qu'on a avant de scier cette éponge, on a bien la preuve qu'il y a du fer, parce que toute la partie noire, donc c'est très riche en scorie, donc ça se refroidit assez vite. Par contre, le cœur, lui, il reste rouge très longtemps, donc c'est dû à la densité, en métal. Et puis quand on scie ça, on a bien donc en tout cas un début de masse de fer. On voit bien qu'autour de certains charbons de bois, on a du métal qui se forme, et on arrive à avoir des plages assez riches. Donc, c'est pas le minerai c'est vraisemblablement pas le minerai qui provoque la création du secteur. Est-ce qu'on a autre chose qui peut l'expliquer ?
On a vu qu'on a une production autour de 400 avant notre ère, d'après le carbone 14. Bon, par contre, ça s'arrête avant l'époque romaine, ça s'arrête avant la conquête de César. Bon, pourtant, on est en présence d'un peuple gaulois de grande importance. C'est les Séquanes sont un des peuples les plus importants de Gaule. Et on sait par exemple que quand on construit un rempart tel que celui dont on a retrouvé un fragment à Besançon, ce qu'on appelle un Murus Gallicus, il faut des dizaines de tonnes de fer pour assembler les poutres qui constituent l'âme du rempart. Donc ça signifie qu'on est à peu près, je crois qu'on est autour de 80 avant Jésus-Christ, il a été daté de cette période-là, le rempart de Besançon. Visiblement à ce moment-là, on fabrique plus de fer chez les Séquanes. Ça veut dire qu'ils ont l'air de se servir ailleurs que dans leur propre territoire. C'est un petit peu difficile à avaler, mais ça semble être la réalité. Je fais un saut, mais ça c'est dû à la chronologie. Je saute cette fois-ci au Haut Moyen-Âge et je reviens à ma restitution de Bas-Fourneau. On sait qu'on a affaire à des très grands spécialistes, pas nous, hein, les sidérurgistes, je veux dire, qui fabriquent le fer. Ils ne laissent rien au hasard, visiblement. Leurs Bas-Fourneaux, ils sont vraiment conçus pour fonctionner le mieux possible, avoir la meilleure rentabilité. On a par exemple, donc, très certainement, un gabarit en bois qui est construit et sur lequel on va plaquer de l'argile pour construire la voûte. Donc, ce qui nous le dit, ce sont les fragments donc, de parois vitrifiées qui très nettement portent des empreintes de latte. Donc le cintre en bois brûle à la première chauffe, l'argile cuit et tout ça va se solidifier. De même, on voit que les tuyères sont faites dans une argile très fine, avec un dégraissant très très fin. Ça n'est absolument pas quelque chose d'improvisé. On a des diamètres qui sont constants. Le fond, vous voyez sur la coupe que le fond de la tuyère est plat. C'est très certainement pour qu'on puisse lui régler l'inclinaison de façon très précise. Bon, l'inclinaison, elle doit être très faible, hein, puisque les gouttes de la tuyère qui font nous laissent supposer qu'on est à peu près à l'horizontale. Et ces tuyères-là, ces fragments, on va les retrouver très régulièrement sur les ferriers, toujours avec le même module. C'est vraiment quelque chose de fabriqué spécifiquement. Même chose, là, ici, donc c'est de nouveau le Bas-Fourneau de Ferrières-les-Bois qu'on a vu tout à l'heure. Il semble qu'on ait l'emplacement, en tout cas il y a une lacune ici, qu'on ait l'emplacement de la boîte avant d'un soufflet, et puis un autre fragment de tuyère, vous voyez que ça va en s'évasant, comme si on voulait la bloquer, comme si on préparait quelque chose vraiment de très adapté au Bas-Fourneau. Un autre fragment qui est trouvé sur le site, la pastille est mal placée, la pastille rouge est mal placée. Ce n'est pas un pot, hein, c'est façonné plus grossièrement. Ça pourrait être donc le gueulard du fourneau. On pourrait avoir donc quelque chose d'assez petit qui permet d'alimenter le gueulard. Hein, ça s'utilise aussi pour un haut fourneau. C'est la bouche par laquelle on va mettre le combustible et le minerai. Là, j'ai vraiment trop parlé. Déjà, il faut vraiment que j'accélère. Je vais passer là-dessus. Je vais faire très très vite et je vais conclure. Cette zone de Berthelange, donc au moment où on a montré qu'elle était très active pendant l'époque mérovingienne, on connaissait très peu de sites de cette période-là dans d'autres régions. Et puis les années passant, on s'est aperçu qu'il y a toute une série de districts, entre guillemets, qui doivent fonctionner au même moment. Bon, là, j'ai plaqué sur une carte géopolitique, j'ai plaqué les secteurs qui sont actifs pendant l'époque mérovingienne. Donc, et j'ai mis en évidence la carte de ce qu'on appelle la Burgondie. La Burgondie, c'est un terme, c'est curieux parce que
pendant l'existence du royaume burgonde, on ne parle pas de Burgondie. Donc avant 561, le terme n'existe pas. Et c'est quand on la ressuscite, après la conquête franque, qu'on se met à appeler la Burgondie, comme si on voulait la mettre en valeur. Donc je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a une sorte de maillage des zones sidérurgiques, comme si l'État burgonde, l'État du royaume de Burgondie, y était pour quelque chose. On a l'impression qu'on veut assurer une production un petit peu partout. Bon, ça ne coûte pas cher de le dire, c'est vraiment une hypothèse. En tout cas, ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une production complètement éclatée pendant l'époque mérovingienne. On croyait autrefois que chacun vivait dans son village, en quelque sorte en autarcie, et on sait aujourd'hui, entre autres par la production du fer, qu'au contraire, on a des zones artisanales qui sont concentrées, qui donc forcément vendent leurs produits à l'extérieur et quelquefois à longue distance. Donc, ça semble être vrai pour le fer, c'est pratiquement impossible de dire où il va, en tout cas, on n'a pas les moyens actuellement de dire la production de tel secteur est vendue à tel endroit. Par contre, on peut le démontrer pour la céramique, puisque la zone qui est en gris, c'est la zone de diffusion d'une céramique bien particulière, donc qu'on appelle la céramique du Val de Saône. Le centre de production, il est ici, il n'y en a pas ailleurs, et on sait que cette céramique, elle est diffusée jusque dans le secteur d'Arles. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, vous avez vu par exemple ceux qui étaient à la conférence récente de Antoine Guichetot sur les ateliers de Sevré. Il a bien démontré qu'on a une production de masse qui va vendre très très loin. On le voit parce que par la typologie et par la chimie des pâtes, on est sûr que ce sont bien des céramiques qui viennent de ce secteur-là. Donc ce qui est vrai pour la céramique, qui est un produit qui ne coûte rien et qui est très fragile, difficile à transporter, ça doit être vrai pour le fer aussi. En tout cas, l'hypothèse me paraît raisonnable. Ce qui est vrai aussi, c'est que la technologie, elle est, de l'époque mérovingienne, elle est très largement répandue. Donc là, on est de l'autre côté de la frontière suisse. Donc les bas-fourneaux mérovingiens, quasiment, enfin je pense que c'est encore les mieux conservés qui a été découvert dans les années 60 par Paul-Louis Pellet. Vous voyez que c'est le même type que ceux de Berthelange et de Ferrer-les-Bois. Ici, on est dans le Cher, même chose, on a quelque chose qui est encastré, on a cette espèce de fer à cheval qui est en tuile romaine. Vous voyez qu'à très longue distance, on partage la même technologie. Allez, j'arrête et je me repose la question du début. Est-ce que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant ? Donc, j'en sais rien, mais en tout cas, j'espère vous avoir montré que moi, ça m'intéresse. Merci pour ce panorama des recherches sur la sidérurgie ancienne dans le district de Berthelange. Donc on a le temps pour quelques questions. Qui souhaitent réagir? Alors, non, vous parlez dans le micro parce que comme c'est enregistré, sinon on n'entendra rien. Oui, est-ce qu'on a une idée de la population concernée qui travaillait sur ces sites et accessoirement donc l'habitat qui en découlait? Alors j'aurais bien aimé parler de l'habitat, mais là on en aurait eu pour des heures. Donc ça figurait sur une des cartes que j'ai montrées. Dans le secteur de Berthelange, on a toute une série de petits habitats d'époque mérovingienne qui apparaissent dans les champs. Donc, certains, alors on les repère par la céramique, qui est typique, cette fameuse céramique du Val de Saône. Certains sont accompagnés de quelques scories, d'autres non. Par contre, ce que je n'arrive pas à savoir, c'est
si on a vraiment plus d'habitats mérovingiens qu'ailleurs, ou simplement s'ils sont plus nombreux parce qu'on a écumé le terrain spécialement à cet endroit-là. Hein, on a toujours ce problème de ce qu'on appelle les territoires d'archéologues. Donc, ce que je vois, est-ce que c'est unique ou est-ce que c'est un phénomène très banal qu'on rencontrerait un peu partout ailleurs si on y prospectait de façon aussi intense? Bon, j'en profite pour dire que les prospections, elles sont le fait de toute une série de personnes, hein, de bénévoles en particulier. Ce n'est pas un travail qu'on peut faire tout seul. Autre question? Oui. Pardon. Quel lien peut-on envisager avec le secteur dit des minerais, qui est tout près, tout proche, puis les forges de Fraisan, etc. Je pense que c'est... Alors pour le coup, donc la sidérurgie qui s'installe à partir de la fin du Moyen-Âge et qui périclite au 19e et qui cesse complètement au 20e siècle. Donc, là, on peut penser que c'est quand même dû à la quantité de minerais en général dans la région et puis à l'abondance, à la facilité de créer des usines, donc des usines hydrauliques. Alors les minerais, donc c'est un hameau de la commune de Dampierre dans le Jura, au sud de la forêt d'Arnes. Ça ne veut pas dire les minerais, ça veut dire les mineurs. Donc au XVIIIe siècle, pour parler du minerai, on parle de la mine. Donc la mine, ça veut dire à la fois le percement et le minerai qu'on en extrait. Donc il y a un haut fourneau dans le secteur, il y en a même plusieurs. Et donc on a simplement un hameau spécifiquement créé pour les mineurs à cet endroit-là. Mais les déchets qui sont produits au hameau des minerais, il y a plusieurs sites mérovingiens donc de production du fer, mais les déchets qu'on trouve sont très différents de ceux qui sont rejetés par les hauts fourneaux. Et dans le secteur, à quelques dizaines de mètres, on a des déchets de hauts fourneaux, mais on les reconnaît instantanément. D'autres questions? Moi, j'en avais une. Donc, pour l'époque romaine, les grandes zones de production, c'est la Puisaye, le Morvan. Alors, pas le Morvan. Je ne pouvais pas non plus en parler. Donc, Marion, Sylvie connaissent très bien ce secteur-là. Donc, celui qui a, quand je disais qu'il y a une grande enquête auprès des maires qui était lancée donc, dans les années 80, donc Jean-Paul Jacob, donc, qui était le directeur des Antiquités, et le regretté Michel Mangin, donc, qui était professeur d'archéologie. Michel Mangin, lui, il est devenu par la suite un spécialiste reconnu de la sidérurgie. Lui, il a beaucoup prospecté dans le Morvan à la suite de Jean-Marie Gueux, et il avait déterminé qu'on avait, donc il y a environ 200 ateliers qui sont repérés. Pour lui, on avait donc une zone de production moyenne de l'époque romaine. Il disait bien, c'est pas des très grands ferriers, qui était à laquelle succédait une production du bas Moyen Âge. Et il avait des arguments qui étaient les mêmes que ceux qu'on utilisait pour Berthelange. On est dans un secteur où on a des villas romaines, où on a des habitats. Quelquefois, les ferriers ils sont collés aux villas. C'est impossible que ce soit pas romain. Alors, on y est allé, on a commencé à y aller il y a quelques années, donc il n'avait pas les moyens de faire du C14, et surtout, dans les années 80, les antiquisants faisaient très très peu d'analyse C14. Culturellement, ça ne se faisait pas, on datait par le mobilier. Donc, très très peu de dates. Il en a une qui est fin Moyen-Âge, et puis une qui éventuellement ramène à l'époque romaine, mais elle est très dilatée. Ce que j'ai montré tout à l'heure, la courbe de probabilité, on a 550 ans d'incertitude, donc c'est pas daté. Donc on y est allé, on a commencé à faire des prélèvements, il y a eu des prospections dans le cadre du PCR dirigé par Marion Béranger, et tout est médiéval, et en particulier mérovingien. Donc ce qui est très intéressant, c'est que Michel Mangin, dans les dernières années de sa vie, il a voulu y retourner parce qu'il voulait absolument savoir
s'il avait raison ou pas, et il était très très content de voir qu'on bouleversait ses conclusions et qu'on démontrait qu'en fait il n'y avait rien de romain. Mais on n'a pas trouvé, je ne crois pas me tromper, on n'a absolument rien de romain dans le secteur du Morvan, et en plus c'est des ferriers qui ont tendance à être nettement plus gros que ceux de la zone de Berthelange, donc je pense que c'est une grande zone sidérurgique du haut Moyen-Âge qui a beaucoup plus produit que Berthelange. Mais il faudrait encore des dizaines de datations pour vraiment pouvoir l'affirmer. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Alors il faut... On va dire en gros, ça va se tenir dans l'espace d'une journée. Les ethnologues savent que, par exemple en Afrique ou ailleurs, ça peut durer beaucoup plus longtemps, selon qu'on va ou non utiliser une ventilation forcée, une ventilation naturelle, en fonction de la taille. Mais à la fin de l'âge du bronze, dans nos régions, il y a des objets en bronze qui vont avoir des incrustations de toutes petites particules de fer métallique. Donc c'est considéré comme précieux à cette époque-là. Donc on produit des quantités vraiment ridicules, des quantités infimes. Et ensuite, l'évolution n'est pas linéaire. C'est-à-dire on ne peut pas dire qu'on va de siècle en siècle produire de plus en plus. On a des fourneaux de la fin du Moyen-Âge qui sont tout petits, alors qu'on va avoir des fourneaux beaucoup plus anciens qui sont très très grands. On va dire que c'est entre 3 fois rien et plusieurs centaines de kilos. Pas forcément dans nos civilisations à nous, mais on peut produire plusieurs centaines de kilos. On peut produire une éponge qui fait plusieurs centaines de kilos, uniquement avec une soufflerie manuelle. D'autres questions ? Oui. Et du coup, tu n'as pas tout à fait fini de répondre. À l'époque romaine, les gens s'approvisionnaient où ? Alors, pour l'époque romaine, donc, comme on a affaire à des ateliers qui sont quelquefois gigantesques, donc Marc Leroy, je n'ai pas encore cité son nom, donc qui travaille énormément en Lorraine, connaît très très bien la puisée. C'est grâce à lui que Jean-Pierre Piétac, donc, qui a topographié 2500 ferriers en puisée, donc c'est grâce à Marc Leroy que les recherches de laboratoire ont commencé, que les scories ont commencé à être analysées et surtout que les sites ont commencé à être datés. Donc le ferrier de Tanner-en-Puisay, la Garenne, 30 hectares, actuellement 30 hectares de superficie, mais bien sûr le dôme, il a été presque intégralement réexploité au XIXe et surtout au XXe siècle, à la fois comme remblai et comme matière première pour les hauts fourneaux, puisque les scories de réduction directe, elles contiennent souvent beaucoup de fer. Donc le dôme, s'il était complet, on estime qu'il y aurait 100 000 tonnes de déchets au même emplacement. Et des sites comme ça, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais des grands ferriers, il y en a énormément. On est toujours impressionné quand on y va, c'est des montagnes de scories. Donc ça signifie qu'ils produisent en très très grande quantité, donc forcément ils ne produisent pas pour le paysan du coin, ils produisent à grande échelle et pour le lointain. Donc on a peu de zones qui produisent, en tout cas au Haut Empire, on a peu de zones qui fonctionnent en même temps, et ces zones, elles arrivent à alimenter en tout cas une grande partie de la Gaule, en quelques zones, l'Empire est alimenté en fer. Alors ça paraît absurde, alors qu'on le voit, il y a du minerai partout. Tout le monde, si on a les bons techniciens, tout le monde est capable de créer un complexe de réduction de fer. Et surtout, ce qui est très étonnant, c'est jusqu'où on va pour chercher le bois. Le minerai, on peut supposer que si on a des grands gisements, on peut supposer qu'on va l'exploiter dans un rayon pas trop grand. Mais le bois, il faut aller le chercher de plus en plus loin. Et comment on fait en 3 siècles pour faire 100 000 tonnes de scories, donc des milliers de tonnes de fer? Où est-ce qu'on trouve le bois?
Ça, moi, ça me semble très, très mystérieux. Mais pourtant, c'est une réalité. On a bien des très grosses zones, des très grands ateliers, donc forcément, ils envoient le fer très loin. D'autres questions ? Bon, eh bien, on va libérer notre conférencier, le remercier encore une fois. Et donc, nous aurons encore 1 ou 2 rendez-vous avant l'été, au moins un. Et puis, on est en train de travailler à la programmation pour l'année prochaine. Donc, le cycle se poursuivra à partir de septembre de l'année prochaine. Voilà. Merci.